Prochain arrêt, Binge Audio. La poésie est intraductible. Quelle langue traduisez-vous ? Quelle est la traduction la plus fidèle de la Bible ? Variante, quelle est la meilleure traduction de la Bible ? Ce que vous venez d'entendre, ce sont des opinions ou des questions qui vous semblent peut-être tout à fait pertinentes. Mais peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous aurez un tout autre avis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais sur la traduction. On entend souvent parler de traduction quand il y a polémique. Par exemple, quand il s'agit de donner un nouveau titre en français de l'ouvrage d'Agatha Christie, Ils étaient 10. Ou de choisir les traductrices et traducteurs de la poétesse américaine noire Amanda Gorman. Mais nous, dans Parler comme jamais, on va essayer, avec la traductrice Sika Fakambi et l'universitaire Claire Placial, de ne pas se limiter à une approche superficielle de ce sujet. On va parler de traduction, des enjeux de pouvoir qui l'entourent, mais aussi d'échanges, de techniques, de redécouverte de sa propre langue via une autre langue. Et on va se concentrer, dans cet épisode, sur la traduction littéraire. Parler comme jamais, c'est maintenant. Je suis Claire Placial, je suis maîtresse de conférences en littérature comparée et mon sujet de recherche principal, c'est la traduction sous toutes ses formes, mais à l'origine surtout l'histoire de la traduction. Et puis la théorie de la traduction de la poésie, de la Bible aussi. De la Bible, ouais. J'avais fait mon travail de thèse sur l'histoire des traductions du Cantique des Cantiques, qui est un des livres inclus dans la Bible hébraïque, rédigé en hébreu, traduit depuis l'hébreu, mais aussi depuis le latin et depuis plein de langues relais, vers le français. Et du coup, je connais assez bien les problématiques de la traduction de la Bible de façon générale, ce qui est un cas d'étude absolument monumental pour l'histoire des traductions, mais aussi la pensée de la traduction. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Déjà parce que dans la Bible même, il y a des textes qui réfléchissent à la différence des langues et à la traduction. Il y a évidemment le mythe de Babel, qui est un mythe énorme pour la pensée de la traduction. Beaucoup de traductologues ont travaillé autour du mythe de Babel. Par exemple, George Steiner, mais aussi Derrida, enfin plein de gens. Et pourquoi, excuse-moi, mais pourquoi le mythe de Babel ? Qu'est-ce que ça nous dit sur la traduction ? Le mythe de Babel, c'est le mythe selon lequel les hommes se rassemblent pour construire une tour extrêmement haute qui atteigne le ciel et qui finalement défie Dieu, Ils se posent en rivaux de Dieu. Et Dieu, pour abattre leur orgueil, détruit leur tour, premièrement, mais deuxièmement, disperse les hommes à la surface de la terre. Parce que le fait qu'ils aient une langue unique, à l'époque, en fait, selon ce mythe, les hommes avaient une langue unique. Et le fait qu'ils aient une langue unique leur donnait un pouvoir trop grand. Et ils sont dispersés à la surface de la terre, leurs langues sont divisées, brouillées, ils ne parlent plus la même langue. Et partant de là, ils vont devoir finalement traduire. Et l'autre, donc la traduction, la nécessité de la traduction, c'est un peu une malédiction divine. Alors, les traditions des monothéismes nous présentent la multiplicité des langues comme une malédiction et comme une punition divine pour rabattre l'orgueil humain. Mm-hmm. Mais on peut aussi prendre ce mythe de Babel comme finalement une richesse. Et il y a eu beaucoup de traductologues contemporains qui ont essayé de renverser la malédiction en postulant qu'il y ait aussi finalement une bénédiction de Babel. Parce que qui dit diversité des langues, dit aussi diversité des interprétations. Si on a une seule langue qui est univoque, alors il y a un seul sens finalement dans ce qu'on dit. Et à partir du moment où il y a plusieurs langues, il peut y avoir comparaison, il peut y avoir dialogue, il peut y avoir des sens différents, plurivocité. Trop bien. Superbe. Sika, est-ce que tu veux bien te présenter ? Je suis Sika Fakambi et je suis traductrice littéraire, parfois un petit peu éditrice. Les deux sont chez moi, en tout cas dans mon idée de créer des textes et de créer des livres, sont très liés. Disons que idéalement, j'aurais vraiment envie de pouvoir lier les deux constamment, non pas pour publier mes propres traductions, mais parce que j'aime autant le fait d'éditer et de créer un objet livre que de le créer simplement par l'écriture. Voilà. Pour moi, traduire, écrire est là depuis très longtemps. Traduire, écrire, lire. Lire, écrire, traduire. Aussi longtemps que je me souvienne, c'était dans ma vie.
Et dans cette vie qui a commencé à Ouida, avec les livres qui étaient là, c'est-à-dire notre bibliothèque d'enfants, d'adolescents, puis aussi la bibliothèque de mes parents, que très vite j'ai explorée parce qu'il n'y avait pas assez, simplement parce que j'habitais au Bénin, que j'ai grandi au Bénin et qu'on n'avait pas du tout autour de nous de librairie, à Ouida notamment, dans mon enfance. Même à Cotonou, dans l'adolescence, les librairies, il y en avait très peu. Et donc, c'était les bibliothèques. Et j'avais comme sûrement une frustration de ne pas avoir assez de livres, même si la bibliothèque de notre CDI, voilà, on était quand même bien pourvue. Mais voilà, pour moi, tout est dans ce plaisir de lire que j'ai eu enfant, et de lire aussi des textes. Voilà, je pouvais passer de mes livres d'enfants à un livre de la bibliothèque de mes parents à partir de l'âge de 10 ans, qui me faisait faire un saut quand même linguistique. Et, oui, c'est aussi passer d'une langue à l'autre. Voilà, pour la partie écrite. Et à côté de ça, ou surtout fondamentalement, il y avait dans ma vie la présence de plusieurs langues, et je passais de l'une à l'autre constamment au quotidien, et j'ai eu conscience assez tôt de ça, du plaisir de passer d'une langue à l'autre et de ce que ça créait en moi. Au Bénin, pays francophone, on parle une grande diversité de langues, et dans le sud du Bénin, on parle surtout le fon, fongbe. Le mot bé signifie langue, et le mot fon fait référence à l'ethnie et à la langue que parle cette ethnie. Donc voilà, on parle vraiment beaucoup Fongbe, mais aussi le Mina. Depuis quand est-ce que la traduction, ça existe ? Est-ce qu'on a toujours traduit ? Je pense que depuis qu'il y a plusieurs langues, il y a eu des traductions. Autrement dit, depuis que les personnes humaines parlent, on a dû traduire, ne serait-ce qu'à l'oral, parce que la traduction à l'oral, c'est quand même de la traduction, c'est quand même chercher le bon mot, chercher la bonne expression, chercher à dire ce que l'autre a voulu dire. Et alors ensuite, des témoignages écrits de traduction, j'avoue que je ne suis pas experte en la matière, mais dans l'Antiquité, on en a tenté plus. Je disais tout à l'heure que la Bible pense déjà la traduction à travers le mythe de Babel, mais à travers plein d'anecdotes sur la langue aussi. Le mythe de la Pentecôte, c'est le mythe, c'est dans les Actes des Apôtres. Le Christ est mort et ressuscité, n'est-ce pas, dans une perspective chrétienne. Et les apôtres vont se disperser pour aller prêcher la parole du Christ, parce que le christianisme est une religion qui vise la conversion des peuples et qui vise à s'adresser à l'intégralité de la population humaine à la surface du globe, quelle que soit leur nation. Le mot nation, c'est un mot biblique. Et quelle que soit leur langue. Sauf que, évidemment, les apôtres, ils parlent grec et araméen. Mais là, l'esprit descend sur eux et les fait parler en langue. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. Et les fait parler en langue, et d'un coup, ils se mettent à parler en persan, en mède, en hittite, en égyptien, etc. Et globalement, c'est une histoire biblique qui légitime de traduire. D'accord. Parce que ce que ça signifie, c'est que la parole du Christ, qui est la parole de Dieu d'un point de vue chrétien, est traductible et qu'il est légitime. Non seulement il est possible, mais il est légitime et il est nécessaire de la traduire pour la répandre à la surface du globe. Ah, donc c'est pas du tout une vision de la parole sacrée à laquelle il faudrait pas toucher, qui serait intouchable, sinon on la déformerait, au contraire. Non, dans le christianisme, la langue n'est pas sacralisée, c'est la parole qui est sacralisée. Et ça veut dire que la parole est au-delà de son inscription dans une langue donnée. Ce qui pose des tas de soucis, parce que il y avait aussi une forme d'impérialisme là dans cette volonté de traduire la Bible dans absolument toutes les langues, souvent en faisant passer à l'écrit du coup des langues qui n'avaient pas de culture écrite, et donc en formalisant ces langues, en les décrivant, en les mettant en grammaire, et ensuite en formant des traducteurs pour traduire vers, en effet, des langues amérindiennes, etc., des langues africaines, des langues asiatiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à qui sont confiées ces traductions. C'est rarement des locuteurs d'édites langues qui ont traduit la Bible vers
vers ces langues. Mais c'est souvent des missionnaires qui se faisaient aider de locuteurs, mais qui endossaient, eux, la traduction comme si des personnes issues de culture orale n'avaient pas la capacité d'endosser une traduction en tant que telle, comme donc, une forme de méfiance. Oui, et puis ça pose une question qui était notamment posée par Tiffaine Samoyo dans son livre « Contre la traduction ». À des moments, on a une vision à l'opposé entre ce qu'elle appelle une vision irénique et agonique de la traduction. En gros, une vision de la traduction comme un espace de résolution des conflits, de rencontres, d'harmonie, de cultures qui se rencontrent. Et une autre vision qui soulignerait au contraire que la traduction, c'est aussi un lieu de confrontation, de violence. Elle raconte des anecdotes à des moments qui sont fortes. Par exemple, on retrouve aussi ces histoires de politique et d'opposition. Quand Primo Levi reçoit la traduction en allemand de « Si c'est un homme », et d'avoir la traduction dans la langue de l'oppresseur et même du concentrationnaire, du nazi, en l'occurrence, pour dénoncer, expliquer, témoigner de cette expérience du camp de concentration, la violence que c'est aussi de l'avoir dans cette langue-là, ou à Paul Celan qui s'est débattu avec ça, par exemple. Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, Sika. T'as l'air un peu dubitatif. C'est-à-dire que c'est des questions énormes. Ah bah oui. C'est des questions énormes et j'ai l'impression que le champ traductologique actuel, alors entendons-nous bien, quand je dis champ traductologique, je pense aux traductologues, c'est-à-dire aux spécialistes de la traduction, qui ont une orientation un peu philosophique, ce qui est quand même un peu le cas de Tiffaine Samoyo, mine de rien. Éthique, philosophique, qui ne pensent pas en termes d'on traduit d'une langue à une langue avec une technicité. Ils ne sont pas des linguistes, qui sont plus des théoriciens. Oui. C'est pas le travail sur le texte, c'est le statut. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu, on va dire, une ligne entre, en effet, ce que tu appelais et ce que Tiffaine Samoyo appelle la traduction irénique, et puis de l'autre côté, une portée plus polémique ou plus complexe des rapports de pouvoir dans la traduction. Et je pense que les deux ont des intérêts. Je suis un peu embêtée par une pensée de la traduction qui ramène toute traduction à nécessairement un rapport de force, parce qu'il me semble que dans la pratique, on vit la difficulté et le combat en fait avec le texte quand on traduit, mais d'un autre côté, on engage aussi un dialogue, on engage aussi une ouverture, on engage une possibilité de retraduction. Donc dans le travail concret du traducteur, ça marche pas absolument comme ça. Cela dit, il y a évidemment des questions de jeu de domination et de jeu de pouvoir dans la traduction, mais dans l'édition aussi. Ça, c'est peut-être Sika qui pourra en parler. Par exemple, la place culturelle des langues dans le rapport entre langue d'origine et langue d'arrivée n'est pas anodine du tout. C'est pas la même chose de traduire de l'anglais vers l'anglais et de traduire du tchèque ou vers le tchèque, par exemple. Qu'est-ce que tu appelles la place culturelle ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des langues qui sont extrêmement parlées, qui sont extrêmement diffusées. L'anglais a une place prépondérante en 2021. Et traduire vers l'anglais, ça va finalement montrer, on va dire, la dignité, avec des gros guillemets, du livre qui accède à la langue anglaise. Et c'est donc une légitimation. C'est une forme de légitimation qui va accéder du coup à un public beaucoup plus grand. Traduire vers le tchèque, c'est un autre geste. Ou vers le breton, ou... parce que ça engage symboliquement d'autres choses. Et là, je ne finirai pas cette phrase. Je précise que Tiffaine Samoyo ne caricature pas la traduction comme étant forcément irénique ou polémique. Et elle parle aussi bien sûr de ces rencontres qui ne vont pas vers un seul de ces deux pôles. Mais j'avais envie qu'on parle aussi, avec mes invités, du travail technique de la traduction. Sika Fakambi m'a dit que quand on traduisait, on ne cessait de redécouvrir non seulement la langue qu'on traduisait, mais aussi sa propre langue. Je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'on passe son temps à fouiller. Je ne sais pas comment tu le ressens, mais à fouiller sa langue en ayant la tête dans l'autre langue, en ayant même la bouche, les oreilles, comme c'est une question de corps, quand même, beaucoup, la traduction, oui, on agit dans sa langue. Et quand on agit dans sa langue, on la fait bouger. Et donc, en la faisant bouger, on découvre des choses d'elle. Oui, voilà. Ouais. Et puis, parce qu'il faut sortir de soi, parce qu'on traduit... Le texte de quelqu'un d'autre. On traduit un texte. Ça, je pense que c'est un mantra qu'on partage, Sika et moi. On ne traduit pas des langues, on traduit des textes qui se trouvent être dans des langues que l'on sait lire. Et des textes qui sont écrits par des gens. Et quand je traduis Heine, je traduis un poète allemand
qui est mort depuis bientôt 200 ans, qui n'est pas moi. Et donc, il ne peut pas écrire... Heine ne peut pas écrire français comme Claire Placial, tu vois. Donc, il va falloir que Claire Placial écrive français comme Heine. Heine l'aurait écrit, quoi. Mais alors là, tu vois, ça, c'est encore un autre mythe traductif ou un autre cliché traductif dont je ne suis pas hyper fan. C'est il faut écrire en français comme Heine aurait écrit en français en 1826. Parce que Heine, il n'a pas écrit en français en 1826. Donc mon français à moi ne sera jamais le sien. Parce que c'est une fiction de reconstituer le français hypothétique d'un auteur faut pas faire semblant, qui n'est pas français. Voilà, quand tu dis fiction, ça m'a fait penser à faire semblant comme s'il avait fait ça. Alors qu'en réalité, il faut assumer que justement, c'est pas lui. Bah voilà, mais il c'est faut toi assumer que c'est pas lui et que c'est moi. Mais en même temps, c'est lui quand même. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, c'est que du coup, tu écris, mais tu écris dans les mots d'autrui. Et il faut qu'autrui soit là aussi, tu vois. Tu peux pas projeter absolument, par exemple, tes habitudes stylistiques. Et en même temps, nécessairement, tes habitudes stylistiques ou nos manies... goûts même, des fois, des goûts aussi. Nos manies, nos goûts vont évidemment colorer la façon dont on traduit. Ça, c'est évident. C'est des individus qui traduisent avec leur subjectivité. J'aime bien parce qu'Adèle écoute à fond et nous fait oui. je vois Adèle. Mais oui, on s'imagine qu'on est. Mais évidemment qu'on est soi. Et justement, on traduit là où on est, maintenant, avec le geste d'écrire qu'on a soi-même. Et je trouve que c'est là qu'il y a la relation et la chose la plus belle. C'est une rencontre et c'est là que ça procure cette joie indicible, enfin difficile à expliquer, le moment où tu penses avoir écrit un poème qui est tout à fait un poème autre, qui se place à côté de celui que tu as lu et qui est pourtant le poème de celui ou de celle que tu as lu. Pour ne pas rester trop abstraite, on va entendre un poème et une traduction de ce poème. Et on va avoir la chance, chère auditrice, cher auditeur, d'entendre un poème de Maya Angelou, lu par l'autrice elle-même, puis la traduction de Sika Fakambi, lue par la fille de Sika, Lila Simizola. Écoutez et laissez-vous emporter par ces textes, par ces voix. Shadows on the wall, noises down the hall. Life doesn't frighten me at all. Ombre sur le mur, couloir de murmures. La vie, ça me fait pas peur du tout. Bad dogs barking loud, big ghosts in a cloud. That doesn't frighten me at all. Chien méchant qui rage, fantôme dans un nuage. Ça me fait pas peur du tout. Mean old mother goose, lions on the loose. They don't frighten me at all. Vieille merlot crasse-pouille, gros lion en vadrouille. Ils me font pas peur du tout. Dragons breathing flame on my counterpane. That doesn't frighten me at all. I go boo, make them shoo. I make fun, way they run. I won't cry, so they fly. I just smile, and they go wild. Life doesn't frighten me at all. Dragon souffle en flamme. Mon couvre-lit crame, ça me fait pas peur du tout. Je fais boue, je leur dis ouche, je me moque, ils galopent, pleurent même pas, ils traînent pas. Moi je rigole, quelle mariole. La vie, ça fait pas peur du tout. Tough guys in a fight, all alone at night. Life doesn't frighten me at all. Gros dur qui dérouille, tout seul comme une nouille. La vie, ça me fait pas peur du tout. Panthers in the park, strangers in the dark, no. They don't frighten me at all. Panthère dans le square, inconnu dans le noir, non. Ils me font pas peur du tout. That new classroom where boys all pull my hair, they don't frighten me at all. Dans la nouvelle classe, ils tirent sur mes notes. Ils me font pas peur du tout. Kissy little girls with their hair in curls, they don't frighten me at all.
petites filles modèles avec leurs bouclettes. Elles me font pas peur du tout. Don't show me frogs and snakes and listen for my screams. If I'm afraid at all, it's only in my dream. Ces grenouilles, tes vipères, elles me ficheront pas la frousse. Si j'ai la chair de poule, c'est juste un mauvais rêve. I have got a magic charm that I keep up my sleeve. I can walk the ocean floor and never have to breathe. Life doesn't frighten me at all, not at all. J'ai un gris-gris magique, toujours dans ma chemise. Je marche au fond des mers, jamais je manque d'air. La vie, ça me fait pas peur du tout. Not at all. Du tout. Life Du tout. doesn't frighten me La vie, ça me fait pas peur du tout. at all. La vie, ça me fait pas peur. Maya Angelou. J'ai envie d'applaudir, moi. Franchement. Ah, je suis très émue, oui, parce que précisément, je sais exactement à cet endroit-là que je traduis. Je traduis pour ça, pour pouvoir entendre ça, par exemple, dans la bouche de ma fille ou de quelqu'un d'autre qui va prolonger l'émotion que m'a donnée la voix de Maya Angelou dans la langue que j'écris. Et traduire, en fait, c'est aussi ça. Ouais. C'est lire ce texte, l'écrire là à côté et être traversé. Et parfois, pour refaire ce que le texte nous a fait, on triche un peu, forcément. Il y a des petites triches. Est-ce que tu peux nous expliquer alors le moment de petites triches. Je sais que c'est pas forcément facile, mais par exemple là, dans ce qu'on a entendu, est-ce que tu as une petite triche dont tu te rappelles ? Il y en a plusieurs dans ce texte. Vieille merlois crasse-pouille, je sais que c'est une triche. Le simple fait d'avoir voulu refaire des rimes dans ce poème impliquait que je triche à plein d'endroits. Mais du coup, tu triches sur le lexique. Je vais faire la traductologue. Vas-y. Tu dis que tu fais des rimes et donc tu triches. Et ça, en traduction de poésie, c'est un cas d'école. En gros, alors si j'explique bien pour tout le monde, soit on essaie d'être le plus proche possible du lexique, du texte de départ, mais dans ces cas-là, ça va être difficile de faire des rimes. C'est ça. Soit on va essayer de garder un peu le ton des rimes de la chanson, en quelque sorte. Ouais. Et dans ces cas-là, on est obligé d'inventer un autre lexique qui est plus lointain. On va devoir s'arranger un petit peu avec la littéralité à l'échelle lexicale. Mais la chose que je trouve intéressante et que je pense on a entendu, c'est que le texte de Maya Angelou, il est vraiment très rythmé. Au-delà des rimes, il y a aussi l'énonciation, comment la voix se pose. Et ce que je choisis de faire Sika ici, c'est aussi qu'on entende cette trace-là de la voix, cette trace-là du rythme. C'est ça. Exactement. C'est très important qu'on entende la voix qu'a voulu donner Maya Angelou à son poème, et son rythme. Et donc là, je repars dans nos toutes premières discussions. On a parlé de Méchonic et Berman il y a très longtemps ensemble. Et quand j'ai découvert ces théoriciens-là, ça a vraiment éclairé pour moi les raisons pour lesquelles j'ai envie de traduire. C'est parce que je veux refaire ces voix-là, les voix qui m'ont marquée et saisie. Et c'est très, très important. Plus que la rime, évidemment. En traduisant ce poème, il fallait que je redonne cette chanson que crée Maya Angelou, et cette chanson pour l'oreille et la bouche d'un enfant. Et pour faire ça, on cherche tous les moyens possibles. Et s'il faut un tout petit peu décaler le lexique, moi je le décale. J'appelle ça triche, mais pas du tout au sens... évidemment négatif bien sûr. Voilà, j'adore. C'est vraiment une joie pour moi de trouver un moyen avec un léger pas de côté pour retrouver exactement ce que le son du vers crée en moi. Ouais. Oui. Dans les idées reçues sur la traduction au début, j'en ai oublié une énorme. Traduire, c'est trahir. C'est l'aphorisme italien, tu sais... traduttore, traditore. Le traducteur est un traître. Et parce que là, on parle de triche, mais alors André Markovitch est un traducteur très médiatique dont on entend souvent la voix, par exemple, à la radio.
a un aphorisme dans un de ses entretiens. Il dit « Un traître, c'est quelqu'un qui ne dit pas qu'il est un traître ». Donc le traducteur n'est pas un traître, parce que le traducteur n'est pas un faussaire. Le traducteur, c'est un traducteur. Il dit qu'il triche. Le traducteur, parfois il dit qu'il triche, c'est qu'il a parlé de triche, mais le traducteur n'a pas pour prétention de se substituer à l'auteur et de donner le texte second comme étant le texte premier. C'est aussi pour ça qu'on insiste, et on le fait de plus en plus, et maintenant ça commence à passer dans les médias, qu'on insiste pour que le nom des traducteurs soit toujours cité. Parce que le texte issu de la traduction est certes le texte de Maya Angelou, mais c'est aussi le texte de Sika Fakambi. C'est le texte de Maya Angelou réénoncé par Sika Fakambi. Et si toi, Laëlia, maintenant tu retraduis ce poème, eh ben, ce sera encore un autre poème, et ce sera toujours le même poème. Mais c'est là, en fait, qu'on dépasse cette tension entre le même et l'autre. C'est que le principe de la traduction, c'est qu'on peut en faire plein. C'est comme l'interprétation musicale. On a plein de versions différentes de la 40e symphonie de Mozart, ça pose aucun souci. On a plein de mises en scène différentes de Hamlet au théâtre. Eh ben, on peut aussi avoir plusieurs traductions qui coexistent et qui sont chacune une lecture incarnée à un moment donné par un sujet donné. Et je vais revenir sur le « à un moment donné » parce qu'il y a un exemple que je trouve assez intéressant. C'est les différentes traductions qu'André Chouraki avait fait du Cantique des Cantiques. Je m'étais rendu compte de ça dans ma Bible, je m'étais rendu compte de ça dans ma thèse. Alors là, excuse-moi, mais il va rester au montage, celui-là. Ok, d'accord. Donc dans ma thèse, j'avais essayé de lire et de répertorier le plus possible l'intégralité des traductions françaises du Cantique des Cantiques. Parmi les traducteurs qui ont compté au XXe siècle dans la traduction biblique, il y a André Chouraki, qui est l'auteur d'une traduction intégrale de la Bible qui est souvent recommandée au motif qu'elle serait une des plus littérales, ce qui n'est pas absolument vrai. Et c'est une traduction qu'on peut discuter pour des tas d'autres raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, Chouraki a publié 4 traductions différentes et je pense qu'il a dû en faire à l'état de brouillon bien plus que 4. Donc c'est là qu'on voit que même à l'échelle d'une personne, la traduction que l'on fait d'un texte donné à un moment A, on ne va pas refaire la même à un moment B. Parce qu'entre-temps, on voit les choses autrement, on ne fait pas la même lecture. On sait tous qu'on ne lit pas les textes de la même façon à 20 ans et à 40, et on ne les traduit pas de la même façon à 20 ans et à 40, et selon plein de paramètres. J'ai plein de questions à vous poser. Vous avez parlé du fait qu'on puisse avoir plusieurs traductions, comme plusieurs interprétations. Vous avez parlé de Méchonique, et justement, Méchonique, lui, il dit, me semble-t-il, qu'il existe des bonnes et des mauvaises traductions, et qu'il existerait une bonne traduction qui aurait su surmonter des malentendus, qui ne serait plus périssable, qui ne se referait pas, justement. Et on pourrait donner comme argument dans son sens que les œuvres aussi, à un moment, des œuvres qui sont écrites avant qu'elles soient traduites, de fait, on n'y touche pas. À des moments, on peut les réinterpréter, les relire, etc. Pourquoi est-ce qu'une traduction ne pourrait pas aussi acquérir ce statut d'œuvre et effectivement rester figée ? Pas parce que la réalité dément le postulat qu'une traduction pourrait rester figée. C'est-à-dire que parfois, il y a des traductions qui semblent bonnes et puis qui s'imposent comme des références. Un cas que cite Méchonique de traduction réussie, c'est la Vulgate. C'est la traduction latine par Jérôme qui s'est imposée dans l'Église catholique. Et de fait, elle a eu un poids énorme dans la tradition chrétienne, cette traduction, puisqu'elle a été la version de référence de l'Église catholique et celle depuis laquelle on traduisait vers le français et vers les langues vernaculaires dans la sphère catholique pendant des siècles. Mais néanmoins, tu vois, elle n'a pas empêché cette traduction que l'on traduise vers d'autres langues, d'une part, et puis d'autre part, que l'on continue à traduire vers le latin, en fait. Par exemple, à la Renaissance, malgré l'importance de la Vulgate, et culturelle, et esthétique, etc., on continue à traduire quand même. Parce qu'il continue à y avoir des latinistes qui pensent que le texte biblique les appelle à traduire, et qui continuent à éprouver ce désir de traduction. Oui, moi je pense qu'une traduction, évidemment, peut faire œuvre. Et justement, parce que c'est son ambition de venir se placer à côté de l'œuvre originale. S'il n'y avait pas cette ambition, moi je me dirais à quoi bon ? Si je n'avais pas l'ambition que le poème que je traduis soit un poème qui fait œuvre en soi, je n'aurais pas envie de traduire. Et pareil pour le livre de Denis. Voilà. Et donc ça fait œuvre à un moment donné. Et le fait qu'une traduction puisse faire œuvre,
pour moi, n'est pas forcément, et même pas du tout, contradictoire avec le fait qu'un même texte puisse être traduit plusieurs fois par différents sujets et donc donner différentes traductions, même parfois très différentes, qui chacune peuvent faire œuvre. Voilà. Ça me fait penser en fait à une citation qui n'est pas exacte d'un poète libanais qui s'appelle Issa Maklouf, que j'avais entendu à la radio il y a vraiment peut-être une dizaine d'années, un peu moins, et qui disait, quand on l'interrogeait sur les différentes traductions de sa poésie et de ses recueils de poèmes, il a dit « C'est magnifique de voir un seul texte en plusieurs langues. C'est un texte qui voyage d'une langue à l'autre. C'est comme un oiseau qui saute d'une branche à l'autre. Et en même temps, le texte original est comme le tronc de l'arbre. Et chaque livre est une branche dans ce même arbre. » Et j'ai trouvé ça très très beau. Très belle image. Ouais. Très beau. Très belle image. Je pense qu'on peut retrouver cet entretien, c'était sur France Culture. Je pense que c'est une super image. C'est une belle image. Ouais. C'est une super image parce qu'il y a souvent des métaphores de la traduction. Et il y a beaucoup de métaphores de la traduction qui sont des métaphores du double atténué, la mauvaise copie du tableau, tu vois. Il y aurait le vrai tableau qui est la vraie Joconde au Louvre, et puis les traductions, ce serait comme les posters de la Joconde qui sont inauthentiques et moins beaux et moins émouvants. Ou alors le tapis et l'envers du tapis, ou alors la vitre teintée qui t'empêche de voir le paysage. Et en fait, j'aime bien cette idée de l'arbre parce que ça montre que ça n'est pas une image de la dégradation de l'original, c'est plus une image de la multiplication de l'original et du fait que plus il y a de traduction, plus l'original foisonne, plus l'original résonne. Moi, la métaphore que j'avais quand je finissais ma thèse, c'était la métaphore de la boule de la facette. Parce que, en fait, à chaque traduction, tu ajoutes une facette à la boule à facettes. Et si jamais tu as une boule avec beaucoup de facettes, eh bien, dans ta discothèque imaginaire, tu vas avoir beaucoup de petites lumières différentes qui vont se diffracter. Nos invités avaient encore plein de choses à nous dire et je vous encourage à lire leurs textes. Je mettrai plein de sources en ligne, mais moi j'ai dû terminer l'épisode et leur demander leurs recommandations. Oui, moi j'ai pensé à toute la filmographie de Nourit Aviv et notamment à un film qui s'appelle Traduire. Ah oui, ouais, magnifique. Il y a beaucoup de films de cette réalisatrice israélienne, francophone, polyglotte, qui portent précisément sur les langues, la traduction, qu'est-ce que ça veut dire être un traducteur, qu'est-ce que ça veut dire être entre plusieurs langues, qu'est-ce que ça veut dire parler l'hébreu, avec la configuration sociologique, sociolinguistique d'Israël qui est très très complexe. Et le film Traduire, en plus, il y a quelque chose que je trouve très beau dedans, c'est des interviews de traducteurs que l'on voit dans leur lieu de travail. Très très beau. C'est qu'elle filme systématiquement ce que les traducteurs voient par la fenêtre quand ils travaillent. Et je trouve que c'est une composante tellement importante de la vie des gens qui écrivent, des traducteurs, mais aussi des universitaires, des écrivains, que de voir ce qu'on voit depuis là où on écrit. Et toi, Sika, est-ce que tu as des... Alors, c'est encore un film très très beau, c'est La femme aux 5 éléphants. Peut-être que tu le connais, Claire, non ? Non. C'est l'histoire d'une traductrice. Ça m'avait marqué. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Parler comme jamais d'introduction à la traduction. Dans le deuxième volet, on prendra un cas pratique précis, un texte traduit par Sika Fakambi qu'on va décortiquer avec elle et avec Claire Placial. Par exemple, comment est-ce qu'on traduit un titre ? On se retrouve donc dans une semaine pour ce deuxième volet. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio soutenu par les éditions Le Robert et conçu avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Cet épisode a été enregistré et réalisé par Adèle Itel El Madani, un grand merci à lui.
Merci beaucoup à nos invités, Sika Fakambi et Claire Placial, qui échangent avec beaucoup de passion. Ça a été un crève-cœur de choisir quoi couper au montage, mais il y a plein de sources sur le site de Binge Audio, binge.audio, pour aller plus loin. Et on retrouve nos invités la semaine prochaine pour le volet en pratique. Et je vous rappelle aussi, ou je vous annonce à nouveau, que nous allons sortir avec Maria Candéa en automne 2021 un livre aux éditions Le Robert autour du podcast. Il y aura des extraits des entretiens, mais aussi plein de nouveaux aperçus, et nous voudrions qu'il y ait une rubrique où on répond à vos questions. N'hésitez pas à nous poser plein de questions sur Twitter par mail à parlercomjamais@binge.audio, parlercomjamais@binge.audio, et vous serez peut-être dans le livre. À bientôt pour un nouvel épisode de Parler comme jamais.